Je ne me souviens pas si c'était le matin ou le soir. Je ne me souviens pas si c'était le printemps ou l'automne. Je ne me souviens pas en quelle année c'était, mais je me souviens de lui. Voilà le milliardaire, bel homme, propriétaire du concours Miss Univers, l'un des producteurs les plus prospères de la planète, un homme connu dans le monde entier, le favori des femmes. Et voilà, dès qu'il m'a vu dans le grand magasin, il s'est jeté sur moi, m'a entraîné dans une cabine d'essayage où, à gauche et à droite, il y avait plein de gens qui se changeaient aussi dans une cabine d'essayage pour femmes où, autour de moi, se trouvaient des femmes en culotte et en soutien-gorge. Et il a commencé à me violer. Et il le faisait d'une manière si désagréable, si répugnante, que je me taisais pour qu'aucun son ne sorte de notre cabine. Après cela, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. À personne à ce sujet. Il me l'a raconté, et puis soudain, après 30 ans, il s'en est souvenu, et maintenant j'exige qu'il me paie 83 millions. Ce n'est pas une blague. Ce n'est même pas une traduction involontaire. C'est exactement ce que Jean Carroll, vous voyez sa photo maintenant, a dit au tribunal, et le juge n'a pas permis aux avocats de Trump de contester aucune de ses déclarations. Et la presse américaine honnête, mais absolument impartiale, écrivait que Jean inspire une confiance totale. Et celui qui ne croit pas Jean est bien sûr raciste, fasciste, islamophobe, misogyne et pire encore, un trumpiste. Voire même un trumpiste. Donc cette même femme qui a essayé d'enterrer Donald Trump sous un verdict civil de 83 millions de dollars, celle-là même que toutes les chaînes câblées la présentaient comme une héroïne. Comme la voix du courage, comme un symbole de la lutte contre le pouvoir, qui présentait Donald Trump comme un salopard et un violeur, est maintenant elle-même devenue l'objet d'une enquête criminelle du ministère de la Justice des États-Unis. Pourquoi, me demanderez-vous? Pour faux témoignage, pas pour exagération émotionnelle, pas pour un trou de mémoire. Pour avoir menti sous serment. Et voici le deuxième détail. Le juge qui l'a protégé des questions, et il y avait des questions sur le financement secret, donc il est toujours juge à ce jour, c'est-à-dire que quelqu'un l'a financé, et elle a dit « non, personne vraiment, n'est-ce pas ?» Jusqu'à aujourd'hui, le juge la considère comme un témoin crédible. Je vous ai traduit de façon générale ce qu'elle a dit. Le verdict est toujours en vigueur à ce jour. Revenons tout au début. Et posons une question simple, que d'ailleurs, vous n'entendrez sur aucune des chaînes de gauche. Comment une femme qui ne se souvient ni de l'année, ni du mois, ni de la saison, ni de l'heure de la journée, ni du nom d'aucun témoin, peut-elle gagner un procès à hauteur de 83 millions de dollars? Dans un pays où, nous dit-on, il faut des preuves pour toute sanction, pour toute punition, il faut prouver parce que nous avons la présomption de quoi? Vous avez deviné juste, d'innocence. Avec Donald Trump, c'était l'inverse. Nous avions la présomption de culpabilité. Alors, qui est cette E ou I, je ne me souviens plus, là, Jean Carroll? Pendant des décennies, elle a écrit une chronique dans le magazine Elle, donc... Elle a pratiquement construit sa marque sur des essais provocateurs sur les hommes, sur ses propres romans. Ou en fait sur un passé assez mouvementé, disons-le ainsi. Dans ses mémoires de 2019, elle énumère non pas une ou deux, mais une longue liste d'agressions qu'elle aurait subies. Des agressions sexuelles, du harcèlement et des viols, et à chaque fois, il s'agissait de personnes célèbres. Eh bien, il y avait aussi quelques inconnus et des employeurs. Dans les toilettes, pratiquement tous les employeurs. Par exemple, comment a-t-elle parlé de Trump? Oui. Mais elle utilise toujours le même procédé littéraire. C'est un modèle économique, c'est là-dessus qu'elle gagnait sa vie. Eh bien, autant qu'elle aurait théoriquement dû gagner avec Trump, jamais et nulle part, mais elle ne les a pas encore reçus. Voici dans ce même livre de souvenirs un nouveau chapitre. Elle affirme qu'à un moment donné, au milieu des années 90, elle ne peut pas dire exactement en quelle année, Donald Trump l'a violée dans une cabine d'essayage, dans une cabine du grand magasin Bergdorf Goodman. Eh bien, c'est sur la 5e avenue à Manhattan, au cas où quelqu'un ne le saurait pas. Arrêtons-nous une seconde, j'y suis allé plus d'une fois. Bergdorf Goodman est l'un des grands magasins de luxe les plus fréquentés au monde. En plein jour, ou peut-être en début de soirée, elle n'en est pas sûre. Au printemps, en automne ou même en hiver, elle ne s'en souvient pas.
En 1995, mais peut-être aussi en 96, elle essaiera de préciser plus tard. Un jour. Il faisait chaud dehors, ou froid. Elle ne s'en souvient pas. Avant le déjeuner, après le dîner, elle ne sait pas, mais elle se souvient, selon ses dires, que Trump l'a attrapée, l'a tirée dans une cabine et a commis, oh mon Dieu, une agression. Mais elle ne se souvient pas de l'année, de la saison, ni du soleil, ni de la robe qu'elle n'a pas gardée. Elle n'a pas porté plainte, rien dit au médecin ni à son mari, qui était encore là. Elle n'est jamais allée à l'hôpital, ni écrit une ligne à ce sujet, malgré 3 ans de chroniques sur ces thèmes. Elle écrit tout le temps sur ces sujets, elle écrivait toujours sur qui l'a violée, rien. Et pas un seul témoin, ni vendeur qui aurait entendu du bruit, ni client qui aurait remarqué une lutte, ni agent de sécurité qui aurait prêté attention. 2 adultes entrant ensemble dans une petite cabine d'essayage d'un grand magasin de luxe en plein milieu de la journée, personne n'a rien vu. Nous savons tous les deux ce qui se serait passé si Donald Trump, au sommet de sa célébrité à l'époque, bien sûr il est encore plus connu en tant que président, mais déjà à New York à cette époque tout le monde le connaissait, même le moindre passant. Donc s'il entrait chez Bergdorf Goodman en 30 secondes, tout le monde dans le magasin aurait sorti son téléphone, chaque vendeur l'aurait su, chaque client l'aurait su. Et la version affirmant qu'en 1996, Trump était déjà célèbre depuis des années. Des tabloïds new-yorkais apparaissaient en couverture à la télévision, personne dans le magasin n'a rien remarqué, rien entendu, rien retenu. Ce n'est pas un trou de mémoire, c'est une histoire qui ne résiste pas aux lois de la physique, sans parler des lois de la preuve. Mais le détail le plus dévastateur du point de vue de la loi n'est pas l'absurdité de l'histoire elle-même. Le détail le plus dévastateur, c'est celui autour duquel le ministère de la Justice tourne en ce moment. Ça s'appelle l'argent. Suivez toujours d'où vient l'argent et où il va. Dans son témoignage sous serment en 1922, Jean Carroll a juré qu'elle n'avait reçu aucun financement extérieur pour son affaire. Ses propres avocats ont ensuite presque reconnu, mais à l'époque, ils sont restés muets comme des carpes dans leurs propres documents officiels, que, en réalité. Oui, bien sûr, elle n'a pas reçu, mais en réalité, elle a reçu. De la part du milliardaire, le plus grand donateur démocrate, Reid Hoffman, il est l'un des fondateurs de LinkedIn. Donc, de l'argent pour les avocats et les dépenses. Un milliardaire activiste qui a dépensé des centaines de millions de dollars pour la destruction politique de Donald Trump a discrètement financé une action civile visant à détruire personnellement une personne qu'il n'aime pas, Donald Trump. C'est-à-dire un procès. Un procès qui a été présenté au public américain comme une femme courageuse contre des hommes puissants. C'était en fait une opération orchestrée par un milliardaire contre un opposant politique, et la femme au centre de cette opération a déclaré sous serment que jamais. Qu'a fait le juge de cette révélation ? Lewis Kaplan, souvenez-vous de ce nom, a dit « Eh bien, cela ne remet pas du tout en cause sa crédibilité, non. » Puis, il a interdit aux avocats de Trump de lui poser la moindre question. Question sur qui payait réellement ses factures et si quelqu'un les payait. Cela n'a jamais été dit en présence du jury. Lisez encore une fois aux défendeurs dans l'affaire civile. Il a été interdit pour 83 millions de dollars d'interroger la demanderesse pour savoir si elle avait menti sous serment à propos de qui payait ses factures. Aux États-Unis, le contre-interrogatoire est sacré. C'est le moteur de la vérité. C'est un droit qui distingue un tribunal d'un procès spectacle. Ce droit a été retiré à Trump, et les jurés n'en ont pas entendu un seul mot. Sur quoi le verdict a-t-il été fondé ? Sur la plaignante, sans date, sans heure, sans saison, sans témoin, sans certificats médicaux, sans rapport de police, sans aucun enregistrement contemporain de cette époque, et avec un milliardaire secret qui payait ses factures. Oui, c'est ça, un juge qui l'a protégé d'une procédure contradictoire élémentaire. Un contre-interrogatoire qui est accordé à tout défendeur américain devant des jurés de Manhattan issus d'une ville qui a voté contre le défendeur, à environ 86%. 83 millions de dollars pour une histoire qui, examinée froidement, n'aurait même pas survécu à une audience devant un juge de paix dans un comté honnête.
Et la presse respectée, les mêmes publications qui exigent des éléments de corroboration, des chronologies, des rapports de police lorsqu'une femme conservatrice accuse un démocrate, ont publié le récit de Carole comme un évangile, n'a posé aucune question difficile, n'a mené aucune enquête sur l'argent de Hoffman, n'a pas insisté sur les dates, n'a pas relevé l'absurdité de la cabine d'essayage. L'histoire s'inscrit dans le récit, donc l'histoire devient la vérité. Nous le voulons tellement, nous le détestons tellement, que nous accepterons n'importe quoi comme vérité. Et maintenant, les conséquences, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule femme ni d'un seul procès. Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a ouvert une enquête criminelle pour faux témoignages, et Blanche lui-même s'est récusé, c'est-à-dire qu'il ne participera pas à cette affaire, il représentait Trump en appel dans l'affaire Carole. Il sait que l'affaire, pour ainsi dire, sera examinée de près à la recherche du moindre indice d'ingérence politique. Et l'enquête a été confiée, comme on dit, à des procureurs de carrière qui n'ont aucun lien avec la lutte politique. Donc, le cœur habituel, celui qui crie « persécution politique » à chaque fois que les démocrates sont convoqués au tribunal, se prive lui-même de cible commode. Oui, ils continueront à crier de toute façon. La récusation est nette, le transfert est clair. Il ne leur reste plus qu'à affirmer que l'enquête elle-même est un crime, qu'enquêter sur elle est un crime, ce qui, en langage simple, signifie « les personnes qu'ils ont utilisées comme armes doivent être protégées à jamais de la même loi avec laquelle ils frappaient hors tous les autres ». Eh bien, c'est honnête, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà utilisé, comment osez-vous l'utiliser contre nous? Voilà. Si le ministère de la Justice confirme le faux témoignage, 3 choses bedelos s'en suivent. Premièrement, le verdict lui-même devient vulnérable. Une décision civile fondée sur le témoignage d'un témoin dans le même procès, confondu pour faux témoignage, est une décision que toute cour d'appel honnête se doit de réexaminer. Ce n'est pas écrit, mais l'esprit de la loi impose cette obligation. Désormais, les 83 millions déjà en appel sont confrontés à un fardeau de survie bien plus lourd. Deuxièmement, la question du financement ouvre une porte bien plus large. Si Reed Hoffman a secrètement financé cette affaire et que la bénéficiaire a menti sous serment à ce sujet, alors chaque autre opération de Hoffman contre des adversaires politiques, et il y en a eu beaucoup, devient une cible légitime de la même enquête. La même n'est-il pas nécessaire d'en ouvrir une nouvelle, la même enquête, les mêmes avocats, tout pareil, le même schéma, et je pense que ça va commencer, mesdames et messieurs. Et troisièmement, c'est ce qui est important pour le pays. Le modèle même de ce contentieux civil instrumentalisé commence à s'effondrer. Pendant 4 ans, nous avons observé les mêmes scénarios. Trouver le demandeur, payer discrètement ses factures, trouver un tribunal favorable aux démocrates, trouver des jurés, et cela dans un endroit où il n'est même pas nécessaire de faire une sélection. Là-bas, 90% des gens détestent les républicains, Trump, le capitalisme maudit, et ils veulent les démocrates au pouvoir et, vous l'avez déjà deviné, des trucs gratuits. C'est pourquoi ils soutiennent les démocrates de toute leur force et sont de toute leur force contre les républicains. Ce scénario ne fonctionne que tant que personne n'enquête sur le financement, que personne ne remet en cause la chronologie, que personne n'ose traiter le plaignant victorieux de menteur, personne n'ose. N'est-ce pas? Pour la première fois, ce scénario est mis à l'épreuve. Et la réaction de la gauche, « Oh, voilà, dit tout ce que nous devons savoir. » Ils ne discutent pas des faits. Ils affirment qu'on ne peut même pas regarder les faits, parce que c'est de la vengeance, de la persécution. Carole est harcelée pour sa vérité, mais eux, ils ne peuvent pas répondre à la seule question qui compte. Est-ce qu'elle a reçu ? Comme l'a dit Vladimir Vladimirovitch à l'époque où il travaillait au conseil de Leningrad, il disait « le fric, le pognon, ça venait de qui ?» Alors, est-ce qu'elle a reçu ou pas ? Les documents existent, ses propres avocats l'ont reconnu par écrit, on ne peut pas dire « oh, je me suis trompé, c'est écrit noir sur blanc ». Le récit n'a pas d'issue de secours face à cette trace écrite. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le retour lent et obstiné d'une vieille idée américaine que la vérité est quelque chose qu'on peut déterrer. Si tu es patient et, persévérant, oui, c'est ça, persistant et, persévérant.
Oui, qu'aucun récit, aussi fort qu'on l'amplifie, n'est plus puissant qu'un procès-verbal d'interrogatoire. Tu peux crier autant que tu veux. Tu as fini ? Alors, on prend la feuille et on regarde. Hop, tu cries encore, on va attendre. Tu as fini ? On prend la feuille. Pendant des années, ceux qui criaient le plus fort étaient ceux qu'on arrosait le plus généreusement. Quelque chose comme ça. Ça ne change pas tout de suite, pas sans résistance, mais ça change, et chaque jour. Le dossier s'épaissit et les gens qui se sont fait une réputation sur des histoires commodes deviennent un peu plus silencieux, puis encore un peu plus silencieux. Et chez nous, nous qui avons grandi avec la langue russe, ont un vieux proverbe pour ce cas. Comme on crie dans la forêt, ainsi, comment c'était déjà ? Un coup de marteau sur la tête. Les amis, j'ai découvert par hasard une centaine de mes recueils de nouvelles invendues. J'en ai déjà parlé ce matin, mais je le répète, ils étaient complètement cachés par hasard dans le garage. Mais puisqu'ils ont été découverts, je serai heureux de vendre ce dernier lot. Mais contrairement aux autres livres, ceux-ci je vais les signer. Dans la description, vous trouverez un lien, donc, lorsque vous remplirez l'adresse lors de l'achat, il y aura une proposition de me laisser, comme il sera écrit, un message ou une note. Enfin, quelque chose comme ça. Bref, un message. Dans ce message, écrivez le nom du client, le vôtre, ainsi que le texte que vous voudriez que j'écrive là-bas. Là, j'écrirai bien sûr aussi. Par exemple, à Matcha, joyeux anniversaire, ou à Natacha, merci pour ses 40 ans d'amitié. Je ne sais pas. Le livre lui-même coûte donc $20 et l'envoi dépend de si vous vivez aux États-Unis ou quelque part de l'autre côté de l'océan. Au cas où, veuillez répéter le message concernant l'inscription que vous souhaitez par email, il sera également en bas. Donc rtf@camerton.global. Road to Freedom. RTF, c'est camerton.global. Road to Freedom. rtf@camerton.global. Ces récits viennent de ma vie, ils ont été écrits à des moments très différents, de 1973 jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Tous les récits ont été publiés plusieurs fois, dans des périodiques, dans de nombreuses langues. L'un d'eux a été inclus par Guberman dans son livre intitulé « Le récit du soldat inconnu ». Le soldat inconnu, c'est moi. Mes récits circulaient, étaient traduits en langues étrangères, puis de ces langues étrangères vers d'autres langues étrangères, très souvent en changeant mon nom jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. En japonais, mon nom devenait méconnaissable, ou se perdait en retraduction. Alors ne vous étonnez pas si, d'une manière ou d'une autre, vous avez lu quelque chose quelque part sans le nom de l'auteur, ou sous le nom de quelqu'un de complètement différent. Je le jure, je vous garantis que tout cela vient de ma propre vie. Voilà, et je vous garantis qu'une partie de ce que j'ai écrit là-bas est vraie, mais je ne dirai pas quelle partie. J'aime garder le spectateur et le lecteur en suspense. Encore une fois, le lien est en bas. Je vous envie sincèrement parce que, ok, vous allez les lire pour la première fois, alors que moi je ne peux pas, je les connais par cœur, je les ai écrits, puis réécrits, puis encore réécrits. Enfin bref, passons à nos affaires du jour et à l'essentiel. Maintenant, voyons donc ce que nous venons tout juste de faire dans cette analyse. Nous avons vérifié la chronologie, nous avons vérifié les témoins, nous avons vérifié qui a payé, nous avons vérifié qui a bloqué. Les interrogatoires, nous avons vu quel détail précis a été laissé hors champ par les grandes chaînes, 5 questions simples, et une plainte prétendument irréfutable de 83 millions s'effondre sous son propre poids. Nous enseignons cela 2 fois par semaine sur la chaîne Dorojnaya Kartaka Svobod, où nous ne résumons pas l'actualité mais abordons un grand mensonge. Politiques, fonctionnaires, journalistes, experts, députés, enfin n'importe lequel d'entre eux, qui vous parle à l'écran comme à un enfant et lentement, couche par couche, nous enlevons le vernis de ce mensonge. Il y aura plus de vernis que de tout le reste. Nous montrons ce qu'il faut vraiment regarder. Ce qu'il faut écouter, quelles sont les 3 ou 4 questions qui désarment n'importe quel discours préparé à l'avance. Quels documents se cachent derrière ces chiffres? À qui appartient l'argent derrière les mouvements de foule? Sur qui cela repose-t-il? Un bon orateur se trahit toujours. Il y a un mot pour ça. Ce n'est pas un cours pour devenir cynique, non. C'est un cours pour arrêter d'être un pigeon, pour arrêter d'être un spectateur à qui l'on dit quoi penser. Comment apprendre, à dire, messieurs, comme nous l'expliquons, si tu apprends, tu ne pourras plus revenir en arrière. Oui, une fois que tu as appris à faire du vélo, il est difficile de désapprendre. Vous écoutez les infos comme un vieux avocat lit un contrat.
Et aucune histoire, même la plus émouvante, même la plus montée en épingle, ne passera plus jamais pour argent comptant sans vérification. Et en plus, vous sentirez toujours une odeur suspecte, toujours, ça je vous le garantis. Dorojnaïa Kartaxphobode, l'adresse pour ceux qui veulent voir non pas l'image, mais son squelette, sa structure, appelez ça comme vous voulez. À bientôt. À bientôt là-bas, sur Dorojnaïa Kartaxphobode. Au revoir.